Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. L'histoire dont on va vous parler aujourd'hui est une histoire qui vibre et qui bourdonne. C'est la longue histoire des plantes à fleurs et des insectes qui les pollinisent. Cette histoire a au moins 130 millions d'années. Depuis tout ce temps, les plantes à fleurs nourrissent des insectes pollinisateurs et ceux-ci le leur rendent bien en les pollinisant. Le plus célèbre de ces insectes, c'est sûrement l'abeille à miel, Apis mellifera, mais elle est loin d'être la seule. D'abord, il y a dans le monde au moins 20 000 espèces d'abeilles, dont 1 millier en France. Et il y a aussi les bourdons, les papillons, et plein d'espèces qui ont beaucoup moins la côte, comme des coléoptères ou des mouches. Vous l'aurez compris, la pollinisation, c'est une histoire extrêmement riche. Et quand on jardine en ville, on peut côtoyer cette richesse et s'en émerveiller. Pour en discuter, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui deux spécialistes du sujet. À ma droite, Marine Levé, elle est doctorante en écologie, et sa thèse porte justement sur les insectes qui vivent dans les potagers et jardins particuliers en milieu urbain. Sans trop révéler trop vite les conclusions de son travail, on peut dire que ce qu'elle a découvert est une formidable invitation à jardiner. Bonjour Marine. Bonjour. À ma gauche, Laurent Védrine, il est apiculteur, il est membre de l'association parisienne Dardar. C'est une association qui promeut et qui initie à l'apiculture en ville. Elle produit notamment le miel Barbès, mais c'est une association qui s'intéresse globalement à tous les pollinisateurs, pas seulement Apis mellifera. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, Marine, est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous avez mené votre étude sur les pollinisateurs que l'on trouve dans les jardins particuliers en milieu urbain ? Oui, alors, donc ça fait partie de mon travail de thèse que j'ai réalisé en 3 ans, donc c'est quelque chose qui s'étale sur une longue durée. Et pendant ce travail, je me suis intéressée aux jardins urbains, donc plus précisément les jardins domestiques, c'est-à-dire les jardins attenant à des maisons, tout simplement. Donc c'est pas les jardins partagés, vraiment ceux qui sont du domaine privé. Et dans ces jardins, je me suis demandé en quoi est-ce qu'il pouvait y avoir des éléments ou des comportements qui pouvaient participer à la protection des insectes pollinisateurs. Et c'est quelque chose que j'ai regardé à plusieurs échelles spatiales. Tout d'abord à l'échelle de l'Île-de-France, donc l'échelle finalement de la matrice urbaine, le paysage dans lequel se placent ces jardins. Ensuite à l'échelle du jardin même, de sa composition, des ressources qu'on peut y trouver, de la gestion également que peuvent en faire les habitants et les habitantes dans les jardins. Et enfin, une dernière petite chose, c'est que je me suis intéressée également à ce que ces personnes voient des insectes et à ce que ces personnes voient de la biodiversité dans leur jardin, pour savoir finalement qu'est-ce que les habitants comprenaient, voyaient et pouvaient percevoir de l'écosystème assez dense qu'il y a dans un jardin. D'accord. Et quels sont les pollinisateurs que vous avez recensés via votre étude dans ces jardins ? J'ai travaillé avec des données d'un programme de sciences participatives qui s'appelle le SPIPOL, ça veut dire Suivi photographique des insectes pollinisateurs. Alors c'est coordonné par le Muséum national d'histoire naturelle. Et dans ce programme, donc c'est un programme où les participantes et participants vont observer une fleur pendant 20 minutes et faire un recensement photographique de tous les insectes qu'on observe sur les fleurs. Et ensuite, déposer leurs photos sur le site du SPIPOL et les identifier grâce à une clé d'identification qui est fournie en ligne. Et donc, c'est ces données-là que j'ai utilisées. Et donc, finalement, on observe vraiment une grande diversité des insectes. Enfin, comme vous l'avez dit, il y en a vraiment un nombre d'espèces impressionnant. Donc, je ne pourrais pas tous vous les citer. Une des conclusions importantes de mon travail au niveau de cette comparaison jardin et au dehors des jardins, c'est que, notamment pour les diptères, donc toutes les mouches, et les lépidoptères, c'est-à-dire les papillons, l'environnement jardin, donc être dans un jardin et également être entouré par un certain nombre de jardins, c'est particulièrement important pour la diversité de ces insectes-là. Et en fait, ça montre quelque chose qui est important, c'est une des conclusions de votre étude, c'est que le fait d'avoir plusieurs jardins dans un quartier, ça a un impact positif pour les insectes pollinisateurs. Voilà, c'est ça. À l'échelle d'un quartier, on n'est pas forcément tout seul dans son jardin à essayer de faire quelque chose d'intéressant pour les insectes. Ça peut être en coordination avec d'autres espaces. Donc moi, ce que j'avais montré, c'est que à l'échelle d'un petit quartier, une 20aine de jardins, ou à une échelle un peu plus large, par exemple dans un rayon de 100 mètres autour d'un point, une 40aine de jardins, c'était une valeur seuil intéressante pour observer un effet sur la diversité des insectes pollinisateurs, et notamment donc sur les papillons et sur les mouches, puisque selon les insectes, on s'en tire plus ou moins bien dans le milieu urbain. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des différences entre les insectes, mais ce rayon de 100 mètres, ça correspond à quoi ? Ça correspond à un rayon de déplacement de la plupart de ces insectes, ça correspond à un rayon dans lequel ils peuvent trouver les ressources dont ils ont besoin. C'est quoi leur vie à ces insectes dans ces jardins ?
Alors, c'est variable selon les insectes. Donc, dans le cas de l'abeille mellifère notamment, mais on en reparlera peut-être, elle peut parcourir des distances assez importantes qui peuvent se compter dans l'ordre du kilomètre. Donc, c'est vrai que elle, ce rayon de 100 mètres, finalement, ça la concerne peut-être pas forcément. En revanche, il y a un grand nombre d'abeilles solitaires, parce qu'il existe vraiment beaucoup d'abeilles solitaires. L'abeille mellifère, comme vous le disiez, c'est vraiment celle qu'on a en tête lorsqu'on parle d'abeilles, mais la diversité des abeilles solitaires est, elle, vraiment très importante. Il y a par exemple des andrènes, des collectes, des halictes. C'est un certain nombre de noms d'abeilles solitaires. Et celles-là, elles ont des distances de déplacement qui sont beaucoup plus courtes, qui peuvent être par exemple seulement de 50 mètres. Et donc qui se retrouvent en effet dans ces 100 mètres autour d'un jardin, et pour lesquels le fait d'avoir plusieurs jardins côte à côte, ça peut constituer leur habitat pendant toute leur vie. Et il faut donc qu'elles y trouvent les ressources nécessaires pour vivre. On en arrive à l'action de l'association Dardar. Laurent, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous faites pour favoriser la vie des pollinisateurs en ville ? Au-delà des abeilles domestiques qu'on garde donc dans nos ruchers, on fait en sorte, en tout cas quand les espaces s'y prêtent, d'installer des substrats, des pierres, des cailloux, des tas de branches qui pourraient aider un certain nombre de pollinisateurs à nicher. Mais c'est pas forcément la meilleure idée, si vous voulez, d'attirer des abeilles solitaires ou d'autres types de pollinisateurs autour des ruchers, en fait. Donc, nous, ce qu'on fait globalement, c'est essentiellement de la pédagogie, de l'information, expliquer au public qu'on rencontre que les abeilles domestiques, donc vous dites Apis mellifera et toutes les autres espèces, en fait, ne sont pas les seuls insectes et que la biodiversité, effectivement, comme le disait Marine, est beaucoup plus vaste. Mais nous, en tant qu'apiculteurs urbains, on passe surtout beaucoup de temps à expliquer aux gens que l'apiculture, elle doit se pratiquer dans les régions de production, c'est-à-dire à la campagne, dans des véritables écosystèmes, et que les écosystèmes urbains, en tout cas pour les abeilles, sont des écosystèmes artificiels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité, mais c'est des écosystèmes artificiels d'un point de vue floral, d'un point de vue climatique. Et donc nous, on ne cherche pas forcément, en fait, à accentuer une biodiversité dont on n'est pas directement responsable. Ensuite, il y a la vraie question de plutôt des ressources. C'est ça qui est important en fait à prendre en compte, c'est que les abeilles mellifères, les abeilles à miel, en fait, sont opportunistes. Donc elles vont se nourrir de nectar et de pollen dans énormément de types de plantes, alors qu'effectivement, il y a certaines abeilles, certains papillons, certains coléoptères qui sont dépendants d'un seul type de plante. Et donc là, c'est vrai que là, la question peut se poser d'une saturation de certains espaces, et notamment les espaces urbains, où il y a de plus en plus de ruches. Heureusement et malheureusement aussi. Vous, pour l'instant, vous avez installé combien de ruchers à Paris ? Nous, on gère 5 ruchers dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, qui sont dans des parcelles privées, dans des jardins de lieux artistiques, de squats, sur des toits, des institutions culturelles, et prochainement, par exemple, au cimetière du Père-Lachaise. On observe évidemment, si on est attentif, on observe les animaux qu'on peut y voir. On voit effectivement des abeilles solitaires, d'autres types d'insectes. On voit aussi des frelons asiatiques. Alors comment les favoriser ? C'est pas forcément nous notre responsabilité. Favoriser leur présence, c'est faire en sorte qu'ils aient à manger et qu'ils aient un habitat. Les abeilles en ville ne se nourrissent pas des petites fleurs des balcons qui font joli. Les abeilles en ville se nourrissent des fleurs qu'il y a essentiellement sur les arbres. Un érable ou un tilleul, quand sa ramure est en floraison, ça représente presque, je sais pas moi, un tiers d'hectare, comme si c'était déplié au sol. Donc c'est très anecdotique, les petites fleurs qu'on met par terre, ça signifie pas grand-chose. Et en plus, les abeilles mellifères sont très opportunistes, c'est-à-dire qu'elles vont souvent aller vers les sources de nourriture massive. C'est une question d'organisation pour elles, pour les ouvrières. Donc c'est pas un petit coquelicot ou un petit machin que vous mettez sur votre balcon qui va changer la donne. Par contre, c'est sympa et puis c'est joli. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on demande à la mairie, c'est qu'on plante plus d'arbres mellifères, qu'on plante des arbres qui vont s'adapter au changement climatique, parce que les vraies ressources, c'est ça. En ville, c'est très particulier. C'est comme vous parliez des distances que les abeilles peuvent parcourir. Évidemment, elles ne s'orientent pas en ville de la même façon que dans une garrigue ou que dans une forêt. En ville, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des boulevards, il y a des axes, il y a des angles. Et nous, on observe que nos abeilles, elles ne volent pas forcément au-dessus des immeubles, parce que c'est une dépense énergétique très importante. Donc finalement, elles finissent par faire comme nous. Elles vont tout droit, elles tournent à gauche, etc. Elles descendent, elles remontent.
Donc la pratique de l'apiculture urbaine, elle est très spécifique, et donc notre rapport à la biodiversité est spécifique aussi. Parce qu'à la fois on y tient, on veut qu'elle revienne, on voudrait qu'il y en ait plus, on voudrait que les gens soient plus concernés, plus conscients, plus amoureux de la diversité. Et en même temps, on réclame pas une espèce de jardin d'Éden imaginaire comme ça. Presque 60% de la flore parisienne, ce sont des plantes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique, qui viennent parfois d'Afrique. Et donc ce rêve d'une nature naturelle, en fait, il n'existe pas. Ouais, en fait, l'apiculture en ville, et le fait de côtoyer les insectes pollinisateurs, ça nous amène tout de suite à se poser des questions sur ce qu'est la nature autour de nous, ce qu'est la nature en ville et ce qu'on veut ou non. Il y a cette question, effectivement, Marine Levé, de comment se comportent les pollinisateurs et les abeilles en ville par rapport à la campagne. Il y a même des études qui montrent que une partie des pollinisateurs se portent mieux en ville parce qu'ils ne sont pas exposés à des produits sanitaires. Quelles sont les observations que vous avez pu faire ? Alors, c'est pas une question que j'ai directement traitée. Moi, je me suis par contre plutôt intéressée à la question des ressources dans les jardins. Et comme vous disiez, notamment le fait qu'il y a un certain nombre de plantes qu'on appelle exotiques, donc qui viennent, comme vous disiez, d'Amérique ou d'ailleurs, dans les jardins privés, domestiques. Et c'est plutôt par là que je me suis intéressée à en quoi la ville peut être un milieu intéressant ou non pour les insectes. En l'occurrence, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans les jardins domestiques, il y avait une certaine complémentarité temporelle entre les fleurs qu'on pourrait dire sauvages et des fleurs qu'on pourrait dire horticoles. Les fleurs sauvages, elles, fleurissant plutôt en début de saison, printemps, et quand on arrive milieu d'été, il y en a vraiment beaucoup moins, leur saison de floraison est passée. Alors que elles, les horticoles, elles sont encore là, et souvent, quand je suis allée faire des relevés dans des jardins, puisque j'ai également moi-même réalisé des relevés, notamment botaniques, dans des jardins domestiques, ce que les habitants et habitantes me disent, c'est que oui, ils et elles ont cherché à avoir un jardin qui soit fleuri tout au long de l'année, donc en choisissant des plantes horticoles qui ont cette saison de floraison étendue, et qui peuvent, à ce moment-là, potentiellement être une ressource pour les insectes pollinisateurs lorsque les plantes sauvages ne fleurissent plus. Alors, c'est pour l'instant un a priori, dans la mesure où j'ai regardé ces relevés botaniques, mais ce que je n'ai pas encore regardé, c'est dans quelle mesure ces insectes utilisent en effet ces ressources et dans quelle mesure elles sont présentes en des densités, en des quantités suffisantes pour vraiment attirer les insectes. C'est rapport à ce que vous disiez sur les arbres en ville, puisque c'est plutôt ça qu'elles utilisent. Et est-ce que, par contre, le petit camélia ou le petit fuchsia, là j'utilise pas forcément les fuchsias, mais en tout cas la petite plante horticole présente à exemplaire unique dans le jardin, est-ce que ça va être d'intérêt ? On ne sait pas encore trop. Et dans la littérature scientifique actuellement, cohabitent des études qui disent oui, ça intéresse les abeilles, d'autres qui disent exotique et sauvage finalement c'est un peu pareil, et d'autres qui disent non, c'est que sauvage. Finalement, on a un petit peu toutes les réponses et il y a des chances que ça varie en fonction de l'espèce, en fonction de la plante, tout bêtement. Oui, parce que c'est difficile aussi pour un jardinier particulier. Vous disiez que la plupart des relevés ont été faits par des observateurs particuliers anonymes. Et donc, c'est très difficile pour un particulier de savoir exactement quelles sont les ressources qui sont utiles pour les pollinisateurs dans son jardin. C'est pas quelque chose qu'on peut observer facilement. Ce dont je me suis aperçue aussi, c'est que finalement, via le programme de sciences participatives, on sait qu'il y a une certaine sensibilisation et surtout une certaine formation aux différentes espèces d'insectes. Donc on arrive à en reconnaître de plus en plus. Mais finalement, quand on ne regarde pas, qu'on n'a pas forcément le temps de regarder, on connaît assez peu ces espèces-là. Ce dont je me suis aperçue, moi, en allant dans les jardins et en discutant avec quelques personnes, c'est que, par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs espèces de bourdons, c'était pas clair, en fait, pour la majorité des personnes. Alors que, quand on est un petit peu dans le milieu des insectes, on trouve ça tout à fait logique. Ça ne l'est pas forcément. Et donc, de là à ensuite se poser la question pour chaque espèce, quels sont en effet ses besoins, puisque comme vous le disiez, il y a besoin de nourriture et d'un certain habitat, et il y en a certaines qui sont vraiment très très spécifiques dans leurs besoins. De là, en arriver à ces questions-là, finalement, il y a vraiment toute une démarche de sensibilisation, d'éducation, de formation. Vous évoquez le sujet des bourdons, et justement, on va vous diffuser un extrait d'une émission qui abordait ce sujet. C'est un extrait qui montre bien combien il y a une totale interdépendance entre les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs. C'est l'émission qu'on aime beaucoup, c'est une émission qui s'appelle Sur les épaules de Darwin, elle est diffusée sur France Inter. Et il y a quelques semaines, Jean-Claude Amezen consacrait toute une émission aux abeilles et aux bourdons et aux plantes à fleurs. Il citait notamment les travaux de Darwin qui s'étaient en partie
partie appuyée sur ces insectes et sur ces plantes pour détailler certains mécanismes de la sélection naturelle. Et il prenait l'exemple particulier donc du trèfle et des bourdons. On l'écoute. Darwin pense que l'incapacité des abeilles à miel à se nourrir des fleurs de trèfle des prés, alors qu'elles peuvent se nourrir des fleurs de trèfle blanc et de trèfle incarnat, est due à de petites différences dans la forme des fleurs et à une longueur insuffisante de la langue du proboscis des abeilles à miel par rapport à celle des bourdons. Le proboscis des abeilles à miel, dit Darwin, ne serait pas assez long pour atteindre le nectar de la fleur. Mais si les bourdons venaient à disparaître, poursuit Darwin, alors toute modification, même minime, qui apparaîtrait par hasard dans la forme de la fleur du trèfle des prés, et qui favoriserait la capacité des abeilles à miel à se nourrir du nectar de ces fleurs et donc à les visiter et à les polliniser, favoriserait la capacité des descendants de cette plante à se propager. Et dans ce cas, la disparition des bourdons ne conduirait pas à la disparition des trèfles des prés, mais à une nouvelle alliance entre les trèfles des prés et les abeilles à miel. C'est l'un des exemples de coévolution entre les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs qui fascine Darwin et qu'il développera de façon beaucoup plus approfondie dans plusieurs livres consacrés aux plantes à fleurs et notamment dans son livre « Fertilisation des orchidées » publié en 1862. 3 ans après l'origine des espèces. Voilà, donc c'était un extrait de l'émission Sur les épaules de Darwin diffusée sur France Inter. Ce que je trouve merveilleux dans cette histoire, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a un bourdon particulier qui est dépendant d'un trèfle particulier, que ça c'est le fruit d'une longue évolution, d'une longue coévolution. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez aussi, vous, quand vous observez les insectes et les plantes à fleurs, ce mécanisme naturel impressionnant ? On peut l'observer quand on est, comme disait Marine, quand on est un peu dans le monde des insectes. On peut observer en saison, effectivement, certains insectes qui vont uniquement sur certains types de plantes, mais je vous les citerai pas tous, et puis ça dirait pas grand-chose. En tant qu'apiculteur, j'observe justement le contraire, puisque les abeilles mellifères sont des insectes sociaux et donc opportunistes. Mais pour revenir sur ce que raconte à Mézen, justement, sur la longueur de la langue des bourdons et des abeilles. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que nous, dans notre partie de l'Europe de l'Ouest, en tout cas, l'Europe occidentale, donc la France, la Belgique, autrefois l'Angleterre, on a une abeille qu'on appelle Apis mellifera mellifera, ou autrement abeille noire, abeille locale, qui était en fait l'abeille qui a coévolué avec les écosystèmes d'Europe depuis des millions d'années. Sauf qu'en fait, depuis 50 ans, tout ça est complètement brouillé. Parce qu'on a importé des abeilles du Caucase, on a importé des abeilles d'Italie, on a importé des abeilles de différentes régions d'Europe, donc différents écotypes. Et puis les apiculteurs professionnels et amateurs utilisent beaucoup des abeilles aujourd'hui qui ont été sélectionnées, transformées, un peu comme il y a des vaches Primolstein pour faire du lait. Maintenant on a des abeilles dites par exemple Buckfast, qui ont une langue plus longue, qui piquent moins, qui essaiment moins, donc qui sont plus productivistes en fait. Donc l'histoire d'Amézen est intéressante, mais on pourra encore une fois avoir du mal à l'appliquer à l'écosystème urbain dans lequel on a différentes sortes d'abeilles, de sous-espèces en fait. Et la même abeille noire que par exemple la mairie de Paris souhaite entre guillemets réintroduire, ça ne veut pas dire grand-chose, pourra pas butiner les mêmes fleurs qu'une Buckfast. Et si jamais un apiculteur achetait sur internet des abeilles Apis mellifera ligustica avec une très longue langue, par exemple, elle pourrait peut-être butiner le trèfle blanc des bourdons et leur faire concurrence. Donc en fait, c'est très très compliqué parce qu'on n'est pas dans des écosystèmes stables, figés. On est dans une époque de mondialisation et ça touche l'apiculture et donc ça touche aussi l'impact de ces pratiques agricoles sur le monde sauvage. Ouais, ce que je retiens, c'est aussi qu'il est important qu'il y ait une diversité chez les pollinisateurs. Effectivement, on ne peut pas tout miser sur une seule abeille qui produit du miel. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous êtes d'accord, Marine ? Oui, en effet. Ce que vous soulevez d'important, finalement, c'est la complexité des écosystèmes. Enfin, c'est un peu comme ça quand on le formulerait en termes scientifiques. La complexité, c'est un mot plus scientifique qui a un sens assez fort, en tout cas, dans la mesure où on est face à des systèmes qui ont plusieurs échelles de temps et plusieurs échelles spatiales, qui sont imbriquées avec des rétroactions, et que tout ça, en tant que scientifique, nous, on cherche à le comprendre, mais on est loin de tout comprendre, on comprendra probablement jamais tout. Et donc,
faire l'hypothèse que telle chose, si on modifie un peu le système, devrait fonctionner comme ça, parce que c'est censé fonctionner comme ça, parce qu'en effet, on a un petit bout de compréhension de cette chaîne-là. Sauf qu'en général, il y a un grand bout de compréhension qu'on n'a pas de tout le système autour, et donc c'est dangereux de vouloir modifier cette nature. Et en tout cas, la façon dont aujourd'hui les écosystèmes ont été modifiés n'est pas forcément négative. Bien sûr, de toute façon, les échanges mondialisés sont ce qu'ils sont. Mais en tout cas, ça introduit de nouvelles variabilités et une nouvelle couche de complexité. Alors si je me place dans la position du jardinier qui est au courant de l'effondrement de certaines espèces, certains stocks de pollinisateurs, qui a envie d'inverser la tendance ou au moins d'aller dans le bon sens, qui a compris donc la complexité qu'on vient d'aborder, comment on peut agir d'abord dans la position de l'observateur? Est-ce qu'il y a des saisons? Est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a des lieux? Est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont préférentiels pour observer et s'initier comme ça au monde des pollinisateurs? Des choses simples, déjà, les insectes sont des animaux à sang froid, donc ça sert à rien de les chercher tôt le matin ou tard le soir, à part certaines espèces. Donc il vaut mieux une journée, effectivement, un moment où il fait chaud pour observer les insectes sur les plantes. Et il faut savoir aussi que les insectes pollinisateurs, ils pollinisent pour différentes raisons. Il y en a qui se nourrissent de nectar et de pollen, mais il y en a aussi qui se nourrissent tout simplement des fibres végétales, en fait. Et que se nourrissant de fibres végétales, ils vont polliniser les plantes, passant d'une plante à l'autre. Donc ils ont différentes raisons en fait de fréquenter ces plantes hautes, soit il y a un seul type de plante, soit plusieurs plantes. Donc après il n'y a pas véritablement de règles, puisque la diversité des situations, la diversité des espèces est telle que en fait il faut juste prendre ses jambes et ses yeux et sa curiosité et aller, que ce soit dans un jardin public, une friche, dans votre potager si vous avez la chance d'en avoir un, dans une forêt, dans une lisière. Moi ce que j'observe c'est que c'est souvent les zones mixtes qui sont les plus intéressantes, les zones mixtes entre les zones forestières, les jardins, tous ces endroits-là où vous pourrez peut-être observer justement différents types d'insectes. Voilà. Parce qu'il y a évidemment des insectes qui vivent en plein champ, en forêt, ceux qui arrivent à vivre en ville, et dans tout ce qu'on appelle les friches, etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jardins urbains qui peuvent correspondre grosso modo à ça. Si vous allez au mois de mai, je sais pas moi, au parc André Citroën, par exemple, où il y a beaucoup de plantes différentes, et il faut s'asseoir, il faut observer, puis il faut prendre son temps. En général, on voit mieux les insectes quand on arrête de bouger. On s'assoit, on regarde. Il faut être un peu patient, quoi. Ouais, faut prendre le temps. Oui, alors je crois que je suis tout à fait d'accord avec tous les conseils que vous venez de donner. J'ajouterais qu'on peut prendre son temps et petit à petit, en prenant son temps, on peut aussi se rapprocher des plantes qu'on observe dans la mesure où, oui, une abeille ou un bourdon, ça va être assez gros, mais il y a d'autres... Alors, une abeille mellifère ou un bourdon vont être assez gros, mais il y a d'autres types d'insectes, notamment des petites abeilles solitaires qui, elles, sont relativement petites et qu'on peut de loin confondre avec des moucherons. Donc voilà, donc on peut aussi se rapprocher ou avoir un appareil photo qui a un zoom par exemple. Et moi ce que j'ajouterais c'est que il faut pas forcément vouloir dès le début savoir exactement quel est l'insecte qu'on a sous le nez parce qu'en effet la diversité est telle que c'est pas possible et que donc avoir des outils qui permettent de différencier déjà si c'est plutôt un hyménoptère donc de la famille des abeilles ou des guêpes ou plutôt un diptère donc de la famille des mouches, c'est déjà pas mal. Et ensuite d'avoir des outils qui permettent par exemple de différencier les familles d'abeilles. Ça peut être un premier pas pour pas directement se confronter à quelque chose de trop compliqué. Et une dernière petite chose à propos une anecdote plutôt sur le fait que ce sont des insectes qu'on va observer donc quand il fait chaud puisque ce sont des êtres à sang froid. Enfin à sang froid, façon de parler. C'est oui, on va en effet les observer en activité donc aux périodes les plus chaudes de la journée. Cependant, moi, sur le terrain, il m'est arrivé une fois d'arriver... Bon, on était en juin-juillet, donc il était censé faire chaud, mais on avait eu un été un peu compliqué. Et en fait, je suis arrivée au moment où les abeilles étaient encore endormies sur leurs fleurs. Et les abeilles solitaires, du coup, qui dorment à l'extérieur et qui étaient posées sur les fleurs. Et c'était vraiment fantastique parce que du coup, j'avais des bestioles qui ne bougeaient pas, qui étaient encore tout endormies, et il y en avait une bonne dizaine, chacune sur leurs petites fleurs, dans 2 mètres carrés de terrain. Donc il y a parfois aussi des moments où il faut savoir saisir les occasions et observer un peu en permanence autour de soi. Ça, c'est quelque chose qui est très rare ou qu'on peut tous avoir la chance d'observer? Moi, je dirais que c'est pas si rare, mais il faut... Tout ça, c'est des injonctions. La nature n'a pas besoin d'injonctions, mais quand on est un peu curieux et qu'on arrive à déplacer un peu son regard,
on peut voir des choses auxquelles on ne fait pas attention à notre échelle. Parce qu'on s'attend à des gros animaux spectaculaires, type effectivement abeilles, bourdons, etc. Et puis on pense toujours qu'on va pas être surpris. Mais moi aussi j'ai une anecdote. Mon bureau il est en rez-de-chaussée, dans une cour, dans le 18e arrondissement. Et un jour je vois un ouvrier qui se pointe avec un bac de ciment pour boucher des trous dans le mur. Je le vois arriver et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit je bouche les trous, il y a plein de trous. Et je lui dis, mais tu vas pas boucher les trous, c'est les maisons des abeilles. Il dit, comment ça, c'est les maisons des abeilles? Les abeilles, elles vivent dans les ruches. Je lui dis, non, pas celle-là. Ça, c'est des collettes. C'est des collettes et c'est des andrènes, etc. Et en fait, parce qu'on a un mur qui est très vieux, en fait, qui est en partie en bois, donc elles ont réussi à creuser un trou dedans. D'habitude, elles nichent dans le sol. Et là, elles avaient pondu dedans. Alors, les gars étaient complètement hallucinés. Je lui dis, mais regarde autour de toi, il y en a plein d'autres. Puis regarde là-bas, il y a des gendarmes. Il dit, c'est quoi les gendarmes? Il croyait que je parlais des flics, en fait, c'est des petits insectes. Mais... Et en fait, en quelques minutes, je lui ai montré qu'il y avait plein d'autres insectes dans un espace qui n'est pas plus grand que ce studio, en fait. Mais il n'avait jamais pris le temps de regarder parce qu'il n'en a peut-être pas la nécessité. Et parce qu'on imagine les insectes en ville, finalement, c'est vrai que la plupart des gens pensent papillons, abeilles mellifères, bourdons quand ils les voient, et puis c'est tout. Et finalement, il a rebouché les trous ou pas? Ah non, je lui ai dit, il faudra passer sur mon corps. Ok, mais c'est vrai que ces trous-là, on peut aussi les observer parfois autour des fenêtres ou des porte-fenêtres. Si on regarde bien, on les voit assez facilement. Nous, en tant qu'apiculteurs et membres d'associations, on a en ce moment beaucoup d'appels. Parce qu'il y a des gens qui ont très peur, parce qu'il y a des petites abeilles qui font des petits trous dans leurs volets, dans les structures, dans les chambranles, les portes, parce que des abeilles font des trous dans leur jardin, ils nous demandent toujours que faire, c'est terrible. On est envahi. Alors je leur dis, soit vous laissez faire, soit vous les tuez, avec des produits pesticides qui vont les faire mourir dans d'atroces souffrances, et en général, ils les laissent tranquilles. Et après, je leur explique que de toute façon, le cycle de reproduction dure pas longtemps, il dure quelques semaines, et qu'elles vont partir ensuite. Mais c'est aussi tout un changement d'état d'esprit par rapport à ces animaux, en fait, qui pourraient retrouver de la place et des espaces de vie dans nos cités, à partir du moment où on considère que Qu'elles en ont une de place. Mais qu'elles ont une place, et qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont coévolué avec l'homme, comme les moineaux, les chauves-souris. Enfin, on parle beaucoup des insectes, mais les pollinisateurs, il y a aussi effectivement les chauves-souris, certains oiseaux. En fait, tout ça s'enchaîne. Quand on s'intéresse aux insectes, on s'intéresse aux autres, etc., etc. Enfin, aux vivants en général. J'allais vous demander justement ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on a commencé à les observer, ce qu'on peut faire pour favoriser la vie des pollinisateurs. Mais effectivement, la première chose à faire, c'est déjà de pas les tuer, de pas se dire il y a un moucheron ou il y a un insecte, je sais pas ce que c'est, il va peut-être me piquer, je le tue. Alors, en dehors de pas les tuer, quelles seraient les actions à faire, à mettre en place pour favoriser les pollinisateurs? Alors, dans le cadre des jardins domestiques, déjà une première chose que j'aimerais dire, c'est remonter un petit peu en échelle. C'est-à-dire que moi, quand je m'étais intéressée au jardin, ce que j'avais pu voir, c'est qu'en effet, ils pouvaient favoriser les insectes, mais ils vont favoriser les insectes pollinisateurs au sein d'un ensemble d'insectes qui est déjà lui-même sélectionné par la ville, par le milieu urbain. Parce que quand on est en milieu urbain, on ne trouve pas toute la diversité des insectes en milieu urbain, on trouve ceux qui sont plutôt urbanophiles, on pourrait dire, donc qui arrivent à supporter ce milieu urbain. Et du coup, quand on a un jardin dans ce milieu urbain, on va pouvoir y attirer une certaine quantité d'insectes, mais seulement ceux qui font partie de ce groupe déjà sélectionné. Ceux qui sont déjà là, en fait. Voilà, ceux qui sont déjà là. Donc, finalement, le message là, c'est que oui, on peut faire des choses, mais il ne faut pas non plus se sentir investi d'une mission au-delà de ce qu'on peut réellement faire. Parce que parfois, j'ai l'impression que c'est un peu à ça qu'on pousse aussi. C'est vraiment individualiser ces missions-là, alors qu'on est finalement dépendant d'un environnement à plus large échelle. Mais sans vouloir faire de miracle et avoir toute la diversité des pollinisateurs sur son balcon ou sa terrasse, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, une des choses importantes dans les espaces de type jardin, c'est, pour répondre finalement en quelque sorte à la diversité de ces insectes, c'est la diversité de composition et de configuration du jardin. De composition, j'entends par là différents espaces dans le jardin, donc qu'il n'y ait pas que de la pelouse rase, qu'il puisse y avoir en effet de la pelouse, mais également des espaces qui sont par exemple tondus moins fréquemment, des haies,
Eh bien, avoir un petit potager, ça peut aussi servir à d'autres insectes. Les murs, comme on disait, le fait que certaines espèces nichent dans des trous dans les murs, voir si on a des petits murs en briques, les conserver, c'est intéressant aussi. Donc voilà, cette diversité d'espaces dans le jardin, avec les fleurs horticoles qui peuvent donc aussi potentiellement jouer un rôle. Et ce que j'appelle une diversité de configuration des espaces, c'est d'avoir en quelque sorte un plan du jardin qui fasse se côtoyer différentes zones, puisque ce que disait un peu Laurent tout à l'heure, c'est cet effet que moi j'appellerais un effet lisière, donc de transition entre différentes zones, où souvent ce qu'on observe en écologie, c'est que quand on a une transition entre une zone et une autre, eh bien à la transition entre les deux, il y a une diversité plus importante. Donc ce qu'on appelle l'effet lisière en fait, voilà. Et donc finalement, varier la configuration du jardin en accolant des zones comme ça, alors ça non plus complètement tout morcelé, eh bien, ça permet d'avoir cet effet lisière et d'avoir une diversité d'habitats, une diversité de composition qui peut potentiellement favoriser une diversité d'insectes. Très concrètement, ça peut être utiliser les déchets verts de son jardin ou d'un moment où on a voulu modifier un peu l'espace de son jardin. Encore une fois, si on a un, on peut acheter des nichoirs à insectes dans les grands magasins, mais moi je trouve ça personnellement un peu anecdotique en fait. Je dirais même que parfois ça marche pas du tout. Par contre, laisser du bois mort dans un coin, mettre des cannes de différentes sortes de céréales, de fibres, des vieilles cannes de bambou dans un coin, des tas de cailloux, des choses comme ça, laisser des coins d'ombre, faire en sorte qu'il y ait des espaces un peu plus sableux, un peu plus argileux, etc. La nature, en fait, a mis au point ce fonctionnement pendant des millions d'années, et la nature n'a pas besoin qu'on fasse des petites maisonnettes mignonnes, quoi. Pour revenir, la nature a besoin qu'il n'y ait pas de monoculture, en fait. Qu'il n'y ait pas de mono-espace, et donc elle revient très très vite, en fait. Mais il faut lui faire confiance, et puis comme disait Marine, il ne faut pas se sentir en fait culpabilisé, comme si on était responsable de la nature. Parce qu'à un moment, elle va se débrouiller très bien toute seule, déjà si on lui fout la paix, en fait. Et lui foutre la paix, en fait, ça veut dire tout simplement laisser les choses un peu se refabriquer, se refaire, quoi. Ça veut dire, vous jetez des bouts de bois par terre, vous verrez, au bout de quelques mois, il y aura des hérissons. Au bout de quelques mois, il y aura des insectes. Au bout de quelques mois, des choses vont naître toutes seules dedans. Voilà. Et ça veut dire penser à ça, effectivement. Parce qu'en fait, un jardin avec un gazon taillé, c'est pas un jardin, c'est un golf. Il y a une espèce d'idéologie aussi du jardin propre, où tout devrait être bien ras, etc. Alors qu'en effet, comme vous le dites, quand finalement on ne nettoie pas directement après avoir effectué une quelconque action de gestion dans son jardin, on peut laisser des opportunités pour une diversité d'habitats. Et c'est vrai qu'aux actions que vous citiez, je pourrais ajouter aussi les arbres morts ou les souches, on peut les laisser, on peut même percer des trous dans les arbres morts plutôt qu'avoir un hôtel à insectes. C'est réutiliser quelque chose qui était déjà là et qui est finalement déjà présent dans l'environnement. Oui, la propreté, c'est une notion qui est culturelle, donc il n'y a pas d'intérêt en fait vis-à-vis de ce qui est naturel ou ce qui est vivant, quoi. Et pour les personnes qui voudraient avoir une ruche, élever des abeilles, récolter du miel, est-ce que vous avez des conseils sur la façon de bien choisir sa ruche ou la façon de trouver un essaim également ? Non, je ne me hasarderai pas à donner publiquement ce genre de conseils, parce que l'apiculture, c'est comme beaucoup de façons, beaucoup de types d'élevage, en fait, parce que c'est aussi un élevage, l'apiculture. C'est une pratique, c'est un hobby, c'est une passion, c'est un élevage, et je crois pas que ce soit une bonne idée d'installer une ruche comme ça et de choisir le bon type de ruche. Il faut d'abord se former, il faut rencontrer des apiculteurs, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Alors c'est ça la meilleure question, comment on fait pour se former ? Pour se former, on lit des livres, on s'inscrit dans des ruchers écoles, il y en a un peu partout en Ile-de-France, il y en a un ou deux à Paris, et on essaie d'apprendre, et une fois qu'on a fait ça, il faut essayer de pratiquer, et si on a la chance d'avoir un espace où on peut installer des abeilles, qu'elles y soient bien, et que ça ne menace pas les riverains. Mais moi je vous parle du contexte urbain, encore une fois, hein. Il faut faire progressivement, mais choisir le bon type de ruche, excusez-moi, mais ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut choisir, c'est quel type d'apiculture on va faire. Puis comme je vous disais, il y a un problème, probablement, on le saura dans quelques années, un vrai problème de saturation des abeilles mellifères en ville. Oui, on se pose la question, est-ce que en il y a 10 ans, on est mellifères passé de 700 ruches recensées à Paris à aujourd'hui presque 1400. Alors, on pourrait dire c'est pas beaucoup, on pourrait dire c'est beaucoup. Il y en avait beaucoup autrefois, au Moyen-Âge.
Il y en avait beaucoup avant, au 19e siècle, dans les ceintures maraîchères autour de Paris. Alors, il y avait peut-être un peu plus de ressources. Mais beaucoup de ces abeilles sont installées pour faire joli, en fait. Elles sont installées, je vais me lâcher un peu, elles sont installées un peu par des boîtes qui font du greenwashing, en fait, pour faire joli sur les toits des entreprises qui produisent du pétrole, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de ces abeilles, en fait, qui n'enrichissent pas véritablement l'environnement, qui n'enrichissent pas le lien social, qui permettent pas à des apiculteurs de pratiquer, qui permettent pas à des enfants ou à des habitants de comprendre la vie sauvage ou de l'observer, en fait. Et donc, c'est assez spécial. Donc, vouloir mettre une ruche sur son balcon, dans son jardin, oui, mais pourquoi ? Et qu'est-ce que vous allez faire avec, au-delà éventuellement du miel que vous allez récolter ? Parce que pour récolter du miel, il faut déjà avoir une certaine expérience, patience, pratique. Et... Donc tous ceux qui ont envie de se lancer, moi je les encouragerais d'abord à apprendre et à se former, mais surtout pas à acheter une ruche sur Internet en le kit cadeau, la ruche à 189 € TTC livré chez vous. Faut pas faire ça, quoi. L'année dernière, on avait fait un reportage pour la saison 1 de Bon Plan avec Diane, qui est apicultrice naturelle à Paris. Sur un toit, elle avait une ruche kenyane et une ruche varée. Effectivement, elle défendait cette idée-là qu'on peut avoir une forme d'apiculture naturelle et que la production de miel est vraiment pas le but principal de l'activité. Je ne sais pas si ces types de ruches-là vous parlent et vous intéressent. Nous, dans les ruchers que l'on gère, en fait, on a tout type de ruches. On a des ruches dites d'Adam, je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs. Mais c'est quoi ? C'est des ruches qui sont en fait des ruches relativement modernes, même si le modèle a plus d'un siècle, mais qui sont les ruches qui sont utilisées par les apiculteurs professionnels. C'est des ruches dites de production, en fait. Et puis on a des ruches varées, qui sont d'autres types de ruches, plus petites. On a aussi des ruches, comme vous dites, kenyanes, des ruches en paille, des ruches en argile, des ruches en terre cuite, même des ruches qu'on fabrique nous-mêmes. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'avoir aussi une biodiversité, en fait, presque des ruches elles-mêmes, parce que chaque type de ruche, d'habitat qu'on propose aux abeilles, suppose une pratique différente. Et parfois même un affranchissement par rapport au marché. Je vais vous dire un truc, par exemple, qui est intéressant. Les abeilles produisent de la cire. Et dans l'apiculture moderne, on achète de la cire à des fabricants de cire pour les mettre dans les ruches, pour que les abeilles construisent leur bâtisse. Il se trouve que les cires, comme c'est des corps gras, ça accumule tous les pesticides. Donc on se retrouve, nous, apiculteurs, à donner de la cire à nos abeilles qui est empoisonnée, alors qu'elles peuvent normalement elles-mêmes la produire. Donc il y a tout un truc vicieux, en fait, dont on s'affranchit, dont on souhaite s'affranchir. Donc nous, aujourd'hui, dans l'association Dardar, en fait, on a toutes ces pratiques d'apiculture, et puis en même temps, on a un fonctionnement très, très ouvert. C'est qu'il y a des apiculteurs amateurs, des gens qui ont commencé il y a 2 mois, il y a 1 an, qui ont envie de s'essayer sur des ruches plus faciles, puis d'autres qui ont envie d'essayer autre chose. Moi, je suis en train de fabriquer une sorte de ruche complètement hybride qui ressemble à une tortue, où il y aura que des bouts de bois, en fait. Et plus rien, aucun matériel technique au sens propre. Peut-être que ça va rien produire, mais je pense que les abeilles que je vais mettre dedans, elles seront bien. Je leur foutrai la paix, en fait. Merci pour tous vos conseils. Avant de terminer, je vais vous demander à tous les deux un conseil d'un livre, d'un album de musique, d'une œuvre culturelle qui vous touche et qui concerne les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Alors, moi, ce à quoi je pense, c'est culturel, c'est plus un documentaire, en fait. C'est une série de documentaires produite par la BBC, donc la chaîne anglaise, géré entre autres par David Attenborough, qui est un biologiste anglais particulièrement célèbre. En fait, il a fait toute une série de documentaires et c'est une personne donc qui s'est tournée vers le documentaire, mais qui était très investie et qui a même réussi à filmer pour la première fois des phénomènes dans certains cas. Et donc, il en a fait une série qui s'appelle Life in the Undergrowth. Donc, c'est la vie dans les sous-bois. Et il y a notamment un certain nombre d'épisodes qui présentent la vie de ces insectes et il a vraiment des images très impressionnantes. Trop bien. En général, les documentaires animaliers de la BBC sont exceptionnels, donc j'ai hâte de voir celui-ci. Et vous, Laurent ? Je me suis posé la question, parce que je savais que vous alliez me la poser. C'est compliqué, parce que moi, les livres d'apiculture, j'en ai 50, alors je sais plus, je me suis dit, oh là là. Et finalement, je crois qu'il y en a un que j'aime beaucoup, parce qu'il est plein de mythologie, plein de rêves, et aussi parce qu'il est très vieux. C'est un texte qui s'appelle Les Bucoliques et qui a été écrit par cet agronome
romain qui s'appelait Virgile, en fait. Et donc c'est traduit, c'est assez court. Il y a un passage sur les abeilles, en fait, dans ce texte. Et alors c'est plein d'erreurs scientifiquement parlant. Ils imaginent que les abeilles naissaient des cadavres des bœufs, que ce sont les larmes du soleil, c'est les filles de la lune et de tout ça. Enfin, c'est plein de poésie en fait. Mais ça raconte déjà que dans l'Antiquité, ces animaux fascinaient les hommes et que déjà il y avait un discours sur la nécessité de leur préservation et des liens spirituels qu'on peut avoir avec la nature et en particulier avec les abeilles, parce qu'elles nous donnent le miel. C'était la seule source de sucre à cette époque-là. Et c'est un texte qui est très beau, qui est pas long. Voilà, en fait, c'est le passage sur les abeilles de ce livre qui s'appelle Les Bucoliques, qui est une sorte de traité en fait d'agriculture, une sorte de traité de permaculture, mais de l'Antiquité. Voilà. Merci à tous les deux pour vos explications qui donnent très envie de jardiner et de côtoyer les insectes. Merci à Solène qui a réalisé cette émission. Merci aux équipes de Binge Audio et Dupian qui la produisent. Merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager et à mettre une bonne note dans votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge.